Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique sur France 3 à Bourgogne-Franche-Comté. Les violences à l'encontre des femmes ont augmenté de 22% en 2017 par rapport à 2016 et chiffre tout aussi inquiétant en 2016 en France. Une femme perdait la vie tous les 3 jours sous les coups de son partenaire ou ex-partenaire. Les récentes affaires médiatisées en Bourgogne-Franche-Comté viennent d'ailleurs nous rappeler que ces violences vont parfois très loin, trop loin. Comment lutter contre les violences faites aux femmes? Comment prévenir ces situations? Comment entendre les alertes des femmes en détresse? On en débat ce matin avec nos invités. Marie Mercier, bonjour. Vous êtes sénatrice Les Républicains de Saône-et-Loire. Vous avez été rapporteure de la loi Schiappa au Sénat. Est-ce que ça veut dire, Marie Mercier, qu'il y a un consensus dans la classe politique aujourd'hui sur ces questions? Oui, je pense qu'il y a un consensus sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Peut-être que dans la répression pénale, là, on a des divergences, mais en ce qui concerne la protection des femmes, bien évidemment. On y reviendra, bien sûr. Marie Vindy, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivaine et présidente de Solidarité Femmes 21, une association qui accompagne les femmes victimes de violences, entre autres. Est-ce que vous aujourd'hui, j'allais dire, vous croulez sous les appels? C'est-à-dire, est-ce que ça a vraiment changé depuis quelques mois? Ça correspond aux chiffres. On a à peu près plus de 20% de demandes par rapport à l'affaire, à MeToo. En tout cas, cette dernière année, c'est au moins plus de 20%, oui. Donc ça correspond à cette parole qui se libère. Olivia Colomès, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate et vous avez défendu plusieurs femmes victimes de violences devant la justice. Ce chiffre en augmentation, on a du mal à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour vous. C'est une bonne nouvelle, pour la simple et bonne raison qu'à mon sens, les femmes s'expriment peut-être plus facilement, osent s'exprimer, osent parler de ce qu'elles vivent et surtout de ce qu'elles subissent et croient au fait qu'on peut peut-être les aider et mettre fin à leur calvaire. On va en parler durant toute cette émission, bien sûr. Merci à toutes les trois d'avoir accepté cette invitation. Un plateau quasi exclusivement féminin, même si j'avais invité le directeur départemental de la sécurité publique du Doubs qui n'a finalement pas pu nous rejoindre. Avant de vous donner la parole, mesdames, je vous propose de revenir sur ces événements très médiatisés de ces derniers mois qui nous ont donné envie de réaliser cette émission, qui sont autant de signaux d'alerte sur ces situations vécues par des femmes en Bourgogne-Franche-Comté, avec François Latour. Le 30 octobre, une femme de 34 ans d'origine afghane est tuée en pleine rue dans un quartier résidentiel de Besançon. Razia est tombée sous les coups de couteau d'un homme de 38 ans. Son mari est le principal suspect. Mère de 3 enfants, elle fuyait un mari violent. Elle avait porté plainte à 7 reprises et était hébergée à Besançon dans un foyer d'accueil pour femmes victimes de violences conjugales. En juin 2017, elle déposait sa première plainte pour violences aggravées. Le mari de Razia l'avait ensuite menacée de mort à plusieurs reprises. Elle avait obtenu une ordonnance de protection en juillet 2018 interdisant à son ex-conjoint d'entrer en contact avec elle. Rafid Askari, interpellé le 2 novembre à Athènes, va être extradé vers la France. En Franche-Comté, à Mandeur, une femme est morte sous les coups de son compagnon le mois dernier. Adélissa, 21 ans, est retrouvée inconsciente dans son appartement. Les secours, alertés par le concubin qui explique avoir tué sa femme, l'emmènent au CHU où elle décédera de ses blessures. Le couple était parent d'une petite fille de 13 mois. Adélissa travaillait comme caissière dans un supermarché et était appréciée de tous. Le compagnon de la victime, 23 ans, a été mis en examen pour meurtre sur conjoint et écroué. Leur petite fille a été placée sous la garde des services sociaux. Début octobre 2017, le corps d'un homme d'une 60aine d'années est découvert par les gendarmes sur la commune de La Clette en Saône-et-Loire. La femme de la victime indique avoir enterré la dépouille. Valérie, 36 ans, a abattu son mari d'une balle dans la nuque en expliquant être passée à l'acte, suite à de nombreuses violences, viols et après avoir été contrainte à se prostituer. Des faits confirmés par le procureur de la République. Placée en détention provisoire, elle a été libérée fin septembre 2018. Aujourd'hui placée sous contrôle judiciaire, elle vit dans un lieu gardé secret jusqu'à l'ouverture de son procès fin 2019. Marie Vindy, ce sont des cas, j'allais dire, extrêmes, parce que l'histoire terrible de ces femmes finit par une mort, par un homicide. Est-ce que, cependant, ce sont des choses auxquelles vous êtes confrontés régulièrement ? Ce sont des cas extrêmes, mais qui arrivent quand même tous les 2 jours et demi.
tous les 3 jours, suivant les années. Donc, par exemple, par rapport à l'affaire Razia, je crois que la veille, 2 femmes sont mortes en France, possiblement assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint. Donc voilà, c'est pas tous les jours, c'est tous les 2 jours et demi, mais voilà, c'est à la fois extraordinaire parce que les violences, elles sont aussi différentes, elles sont quotidiennes. Les violences dans le couple n'aboutissent pas, et fort heureusement, à ces extrêmes. Mais néanmoins, on est quand même forcé de constater que ça arrive régulièrement. On peut pas dire autre chose. Olivia Colomès, ces cas de figure-là, ils sont la fin d'un long calvaire. Souvent, vous avez eu à défendre des clientes qui étaient victimes de violences. Oui, bien sûr. C'est évidemment la fin d'un long calvaire, mais c'est parce que là, justement, il y a l'acte de trop, mais il faut arriver à des violences extrêmes pour que finalement la justice se saisisse et que véritablement on puisse protéger ces femmes. Mais en amont, et c'est surtout là la difficulté que rencontrent les avocats, c'est lorsque l'on reçoit des femmes qui sont victimes de violences comme ça au quotidien, violences physiques mais aussi psychologiques, surtout peut-être même psychologiques, on arrive tout doucement à leur destruction, on les pousse même parfois à commettre l'irréparable, et là, on est un petit peu démunis face à la justice parce que les textes de loi manquent pour justement réprimer ce genre de comportement au quotidien. Puis on a toujours ce sacro-saint problème qui est celui de la preuve. Je voulais vous poser justement cette question concernant les violences. Parce qu'on parle de violence. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de violence? La question peut s'adresser d'ailleurs à toutes les 3 maîtres. Violence, ça peut être des violences physiques, évidemment, les coups portés à son conjoint. Je vais vous donner un exemple hier. Je rentrais après le déjeuner à mon cabinet et dans la rue, je vois un couple qui commence ils se crient mutuellement l'un sur l'autre. Et tout d'un coup, il arrive vers elle et il lui crache à la figure. Mais en pleine rue, à 14h, comme ça. Et si vous voulez, là, il n'y a pas eu de coup, il n'y a pas eu de violence, elle n'est pas blessée. Non, mais c'est une sacrée violence morale. Vous imaginez l'humiliation. Puis là, on était en pleine rue, donc je ne veux même pas imaginer ce que cette femme subit en vase clos lorsqu'elle est à son domicile avec son conjoint. Marie Mercier, on a choisi d'appeler cette émission « Violence, : le mauvais genre, ? » Est-ce que quand on est femme aujourd'hui, en 2018, on en est encore là? Oui, malheureusement, je crois qu'on en est encore là et que la violence, c'est quelque chose d'exponentiel qui commence maintenant presque dans les cours de maternelle, dans les écoles primaires, au collège, avec des jeunes garçons violents, des petites filles violentes également. La violence chez les adultes, c'est peut-être un peu différent. Moi, je trouve que la violence, elle arrive à son paroxysme quand l'autre ne résiste plus. Et quand on n'a plus cette notion du respect du corps, mais aussi du respect moral de l'autre, et quand cette forme de harcèlement va ensuite jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la destruction totale. Et comment contenir ces violences? Bien évidemment, il y a un arsenal législatif qui est là, mais je pense réellement que tout l'enjeu, c'est dans la prévention et donc dans l'éducation. Ou par exemple au Sénat et à l'Assemblée nationale aussi, quand vous avez eu à légiférer sur la loi Schiappa, par exemple, vous étiez confronté à 2 types de violences, parce qu'il y a aussi tout le pan du harcèlement sexuel, etc., des violences sexistes, qui ne sont pas forcément des coups, par exemple, mais qui n'en restent pas moins des violences. Donc il y a vraiment 2 chantiers de front. Est-ce que c'est lié? Est-ce que pour vous c'est le même combat? C'est le même combat parce que souvent l'auteur ne se rend même pas compte de ses actes. Il n'a pas l'impression finalement que ce soit si mal que ça, que ce qu'il fait jour après jour, ah bon, c'est grave, mais non, elle prend tout mal ou il prend tout mal. Il y a cette hiérarchie qui n'existe pas parce que les valeurs n'ont pas été tout simplement expliquées de ce respect dont je parlais tout à l'heure. On a des fois des idées reçues sur les lieux ou les conditions sociales des personnes qui sont victimes de ces violences ou coupables de ces violences. Marie Vindier, est-ce qu'il y a un portrait robot de la situation ou est-ce que vraiment ça touche toutes les couches de la société? Ça touche absolument toutes les couches de la société, tous les âges, tous les milieux, toutes les professions. Voilà, donc ça, c'est absolument certain. Il est vrai que c'est plutôt des milieux plus modestes
dont on a accès en fait plus facilement parce que se mêlent aussi avec les problématiques de violence parfois des problématiques sur les enfants, donc il y a peut-être des signalements ou voilà, et peut-être c'est plus caché dans des milieux aisés où la honte est encore peut-être plus forte. Voilà, mais néanmoins nous on le sait et on le voit, c'est vraiment tous les milieux confondus. Marie Mercier disait il y a un problème dès le départ dans les cours d'école. Je suis tout à fait d'accord et c'est vraiment alors il y a toute la chaîne à revoir et à discuter et à réfléchir, mais le premier maillon, oui, c'est vraiment l'éducation. C'est l'éducation à l'école, parce que faut pas lier... Qu'est-ce qu'on dit à ces enfants? On leur dit la fille là, t'as le droit de la frapper parce que c'est une fille, quand même pas. Non, on dit pas ça, mais ça c'est notre société qui est profondément patriarcale encore aujourd'hui, et ça se voit dans les cours de récréation, ça se voit dans la manière dont on éduque les petits garçons et dont on éduque les petites filles, et on le fait souvent inconsciemment, c'est-à-dire que même moi engagée, etc., je suis pas sûre d'avoir élevé tout à fait pareil ma fille et mon fils, pardon. Même si on essaye de faire les efforts, c'est très ancré dans notre société. On demande aux petites filles d'être attentives, d'être douces, d'être pas trop agitées, d'être polies. On investit encore aujourd'hui, malgré tout, les garçons pour qu'ils soient sportifs. Un garçon qui remue, c'est un peu bagarreur éventuellement. Voilà, un peu bagarreur. Voilà, ça c'est des choses qui sont très 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 longues à bouger, et on a besoin des services publics parce qu'on a besoin de l'éducation à l'école pour pallier aussi ce qui se fait pas dans les familles, c'est-à-dire aussi les jeux qui sont proposés, les manuels scolaires, enfin bon, voilà, etc., etc. Oui, Marie, merci. J'ajouterais un problème de vocabulaire. Les enfants, très souvent, n'ont plus les mots, et au lieu de s'exprimer par la parole, eh bien, ils se tapent. Parce que finalement, que ce soit dans leur milieu ou que ce soit à l'école, ils n'engrangent pas suffisamment de paroles et de mots différents à mettre sur leur mal-être, donc ils frappent. Ils le font physiquement, de s'exprimer. On évoquait il y a un instant aussi avec Marie Mercier la question de cette évolution de la société et de cette libération de la parole. Est-ce que concrètement, vous pouvez toutes les trois répondre à cette question? Est-ce que cette augmentation qu'on voit dans les chiffres, à quoi selon vous elle est due? Il y a une chose qui est sûre, c'est que les femmes sont mieux informées, et il y a toutes les émissions qui sont faites, les numéros, le 3919, etc. Bon, tout cet arsenal fait que les femmes ont un petit peu moins d'appréhension peut-être à dénoncer. Elles ont accès peut-être plus facilement aussi aux informations, d'où l'augmentation, donc ça c'est certain. Et on a levé des tabous aussi dans cette société? Je sais pas. Non. On peut pas aller jusque-là? Non. Non. C'est aussi une partie du problème, c'est que les tabous ils sont encore là. Voilà. Et puis il y a une chose aussi, par contre que je maîtrise pas. Moi, je pense, j'ai la sensation, mais je m'appuie juste sur mes émotions. Mais on est dans une société aussi d'hyperviolence parce que on veut une satisfaction immédiate. Et ces affaires-là, c'est aussi des affaires d'intolérance profonde à la frustration, aussi bien chez les petits, chez les grands, chez les adultes. Voilà, il faut que ça aille vite, il faut qu'on soit satisfait. Et je pense que c'est aussi une partie du problème. Marie Mercier, vous diriez qu'il n'y a pas d'augmentation des faits de violence, il y a simplement une prise de conscience et une libération de la parole, ou est-ce qu'il y a quelque chose dans notre société qui rend les hommes parfois plus violents qu'il y a quelques années? J'ai peut-être envie de dire les deux. Certes, le chiffre caché, et c'est heureux, ce chiffre augmente parce que finalement les femmes vont libérer leurs paroles, les victimes vont libérer leurs paroles. En ce qui concerne la violence dont on a parlé tout à l'heure, c'est indéniable. C'est une société, je pense, vraiment, vraiment violente. Les tabous, mais c'est notre travail à tous de lever ces tabous, que ce soit l'inceste, que ce soit l'éducation à la maison avec des enfants qui vont subir des violences sans pouvoir dire que c'est des violences. C'est la seule façon qu'ils connaissent, eux, cette façon-là avec laquelle ils sont éduqués, donc ils n'ont pas de comparaison possible. Je pense que tout ça fait que la société qu'on est en train de préparer actuellement, il faut bien penser qu'il faut toute une génération, et que les jeunes actuellement, avant qu'ils remettent leur propre monde à l'endroit, il faudra tout ce temps. Donc il ne faut pas rater cette marche de l'éducation dès l'école maternelle. Olivia Colomès, je vous entendais, je vous voyais réagir tout à l'heure à ce que disait Marie Vindier notamment. Alors oui, je suis d'accord pour ce qui est de l'éducation. Malgré tout, Madame la sénatrice l'a évoqué, il y a une question d'éducation aussi, c'est-à-dire que on sait très bien qu'on a tendance à répéter ce qu'on a vécu dans son enfance. Et les enfants qui ont été éduqués dans cette ambiance de violence, j'insiste,
physiques que psychologiques, ont tendance à répéter l'histoire. Mais surtout c'est aussi... culturel? C'est pas culturel, on répète ce qu'on a vécu. C'est ce qu'on connaît, c'est sa référence, c'est la référence de ces personnes-là. Et il y a ce problème-là, et il y a aussi ce second problème qui fait que le modèle aussi, c'est on se tait, ça ne sort pas de la maison, ça ne sort pas du cadre familial. Le fameux tabou donc qui n'est pas terminé. Voilà, mais bien sûr. Et alors ça, c'est une première chose. Et il y a une seconde chose qui me semble très importante, et c'est pour ça, là, je vais rebondir sur ce que pouvait dire ma voisine, mais l'action de justement des associations comme Solidarité Femmes 21 est primordiale. Parce que moi, je vois dans mon cabinet des femmes qui, aujourd'hui, là, en 10 ans, ça a énormément évolué, qui viennent me voir, et moi, je suis bien heureuse de trouver des associations comme Solidarité Femmes 21, parce que je vous garantis qu'il y a 10 ans... Mais oui, mais il y a 10 ans, j'étais là en face de mes clientes, et je me disais, mais comment je vais prendre les choses, bon, écoutez, on va déposer plainte, d'accord, mais le temps que l'enquête soit menée, le temps que les policiers ou les gendarmes interviennent, que le ministère public décide, le procureur de la République décide, bon, on y va, on lance l'enquête ou pas, bah oui, mais en attendant, elle est toujours en danger, la femme. Oui. Aujourd'hui, c'est aussi ça moi, je ne me pose plus de questions. C'est qu'on a peur. Ben c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, je ne me pose plus de questions. Et grâce à Solidarité Femmes 21, France Victimes 21, et puis bien d'autres, mais surtout Solidarité Femmes 21 en amont, j'appelle, j'ai un numéro, il m'est arrivé de les appeler moi-même avec ma cliente en face en disant, écoutez, j'ai une cliente là, s'il vous plaît, trouvez-lui de toute urgence un hébergement d'urgence, comme indique son nom, justement, parce qu'elle est en danger et il va falloir qu'on lance une procédure, mais il faut absolument qu'on la sorte de son milieu familial avec ses enfants. Souvent, on la sort et elle est extirpée de son milieu familial avec ses enfants, et ça, c'est grâce à l'intervention, justement. Marie Vindy, oui. Sur ces alertes, finalement, ces premières alertes que vous recevez, on se rend bien compte que... sans que ça soit forcément pris à la légère par certains services. C'est pas forcément pris à sa juste mesure, en tous les cas, si je peux dire les choses comme ça. C'est certain. Enfin, on le voit très bien dans l'affaire Razia. Enfin, à un moment donné, il faut quand même dire que il y a des dysfonctionnements, il y a des problèmes. Les choses s'améliorent. Nous, à Solidarité Femmes, on prend en charge les victimes, mais il y a une petite partie de notre travail qui est aussi la formation. Donc, on le voit, on forme des policiers, on forme des gendarmes. On aimerait pouvoir aussi former des magistrats, des avocats, etc. Oui, parce que là, il faut le dire, il y a des choses qui ont évolué. Maintenant, il y a des services spécifiques dans certains endroits. La loi est passée par là aussi. Voilà. Et on voit la différence, c'est-à-dire une femme qui va être reçue par une personne qui a été formée, par un policier qui a été formé, ou un gendarme qui a été formé, qui connaît un petit peu la situation, ça va être une chance pour elle. Mais une personne qui est dans une autre zone, qui va tomber sur un autre individu, une autre personne qui n'est pas formée... L'individu en question peut ne pas voir, peut ne pas déceler le problème. Regardez ce qui s'est passé avec l'affaire Razia. Nous, elle était avec Solidarité Femmes 25 à Besançon. Elle était accompagnée. On est quand même une association garante aussi de, je dirais, entre guillemets, la crédibilité d'une personne. C'est-à-dire... vous prenez le temps de les connaître, de parler avec l'association, on était conscient du danger, comme on l'a été sur un certain nombre d'autres cas par le passé. C'est-à-dire, à un moment, tous les signaux s'allument. On sait qu'il y a un danger. Donc là, il faut quand même regarder où a été le problème. C'est-à-dire que... Voilà, cette femme, elle savait qu'elle était menacée, et pas pour rigoler, la preuve. Hein. Donc il y a bien eu... je suis désolée, mais la dernière plainte n'a pas été reçue, n'a pas été entendue. Alors la balle est dans le camp du législateur, si j'ose dire. Marie Mercier, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que on a beau lire les derniers textes de loi, le gouvernement ne semble pas toujours avoir pris la mesure. Alors je parle à quelqu'un qui est dans l'opposition au gouvernement d'Emmanuel Macron, mais on n'est pas dans un sujet d'opposition politique à proprement parler. Est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Est-ce que vous avez envie, par exemple, au Sénat, de faire des propositions dans ce sens? Bien sûr qu'on a envie d'aller plus loin. Mais ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'on ne part pas de zéro. C'est-à-dire que la loi, elle existe déjà. On a une loi qu'on complète, qu'on amende. Très souvent, la loi, elle est mal connue, mal appliquée. Tout notre travail est justement de coller aussi à la constitutionnalité, de façon à voter des choses qui peuvent être mises en place et ne pas être opposées à une question préalable de constitutionnalité, ce qui mettrait à bas tout notre travail. Et je ne veux pas me faire le porte-parole des dames qui sont en face de vous, mais j'imagine que quand elles lisent la loi Schiappa, pourtant Dieu sait si Marlène Schiappa est plutôt médiatique et on sent que c'est un combat qui lui tient à cœur, on a l'impression quand même que c'est très modeste par rapport aux problèmes dont on parle. Oui, c'est l'impression que ça donne, parce que, en fait, je pense que ce qu'elle avait dit, elle n'a pas pu l'écrire et le faire voter parce qu'elle n'en avait pas la possibilité.
Elle ne pouvait pas mettre en application tout ce qu'elle avait promis aux associations. Donc, il y a eu effectivement là une très, très grosse déception. Et à juste titre, une femme violentée, ce que nous voyons dans nos communes. Nous avons des appartements d'urgence, mais ça ne suffit pas. Il faut une prise en charge globale d'une femme, de sa famille, de ses enfants. Et ensuite, quand l'auteur va sortir, ce qu'il faut, c'est une prise en charge de l'auteur, de façon à ce qu'il soit accompagné. Le but, c'est pas, il va faire de la prison. Il y aura une répression pénale et c'est normal et c'est juste. Mais il va ressortir. Un jour ou l'autre. Quand il va ressortir, comment va être la vie pour cette femme, pour ses enfants? Il faut que l'auteur des filles soit aussi pris en charge, de façon à ce que son éducation à lui soit refaite, qu'il comprenne ce qu'il a fait, pour le remettre aussi dans l'humain. C'est cette sensation d'humain qui a été perdue. La loi, elle n'aura jamais la souplesse de la vie. Jamais. On ne peut pas se contenter de loi. Avoir un rôle à jouer, et bien notamment sûr, mais à mettre en place un arsenal, mais aussi des moyens d'alerte. Je sais pas, on a beaucoup parlé du fameux téléphone, etc. Bien sûr, et c'est très bien. Il y a sans doute des choses à améliorer. Mais c'est parfait tout ça. Dans la loi, c'est écrit, tu ne voleras pas. Mais il y a quand même des voleurs. Donc ce n'est pas parce qu'on va écrire une loi ça va pas forcément faire peur. Je crois beaucoup plus en l'éducation pour véhiculer le respect. Olivia Colomès, il y a quand même des choses à mettre en place. Vous, comme avocate, est-ce qu'à un moment donné, vous êtes confrontée à une forme de processus, que ce soit judiciaire ou d'enquête, qui ne va pas? Regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Heureusement que je peux m'adosser et m'appuyer sur l'aide, le soutien de Solidarité Femmes 21. Ça veut dire qu'il y a une carence légale quelque part. C'est-à-dire que normalement, si les choses étaient parfaitement faites... Alors, après, ça dépend des tribunaux. Hein, parce que j'ai exercé dans d'autres tribunaux que celui de Dijon, et je me souviens d'une réponse pénale qui était quasi systématique et immédiate dans le précédent tribunal auquel j'étais rattachée, et suffisait qu'on saisisse le procureur, et c'était le service de permanence du procureur qui prenait tout de suite la mesure. Ils allaient chercher la personne, la placer en garde à vue et organiser, si besoin, effectivement une mesure d'éloignement de cette personne avec placement, avec interdiction d'entrer en contact. Et c'est la victime qui restait chez elle et monsieur qui allait plus loin, à charge pour lui de s'organiser. Et ça, c'était épatant. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'uniformité d'un tribunal à l'autre. Et ce que j'ai connu au barreau de l'Aube, pour ne pas le citer, c'est un petit peu moins réactif, en tout cas dans ce que je connais aujourd'hui, et je le déplore et je le regrette, parce que j'ai véritablement en face de moi des femmes qui sont désespérées, paniquées, qui peuvent agacer certains policiers, certains gendarmes de temps en temps, parce qu'elles arrivent et ne comprennent pas pourquoi il y a une forme... Ça peut être assimilé à une forme d'hystérie, parce qu'elles arrivent, elles sont paniquées, mais elles ont peur, elles sont tétanisées. Et on n'a pas toujours la solution à l'instant T, et le problème, c'est que le danger subsiste. Voilà. Et on a aussi cette difficulté, je rebondis sur ce que disait Madame la sénatrice tout à l'heure, mais également l'après-condamnation, l'après-sortie de prison. J'ai une cliente qui m'a appelée récemment, la semaine dernière, donc c'est vraiment très récent. On avait obtenu une condamnation, il était en détention. Je ne sais pas pourquoi il y a eu un petit couac. Elle n'a pas été informée de la sortie. Sauf que moi, cette cliente-là, il a failli la tuer. Le jour où, quand j'ai reçu ma cliente, elle sortait de l'hôpital. Il lui avait fracassé le crâne avec une batte en bois devant les enfants. La situation d'inquiétude et de stress de cette femme. Alors il est frappé d'une interdiction d'entrer en contact pendant 5 ans. La belle affaire. Attendez, on n'est pas derrière lui. Il n'a pas de bracelet électronique. Donc on ne sait pas où il va, où il vient. Et croyez-moi, il a bien l'intention, à mon sens, et je le crains, de mettre à exécution les menaces qu'il avait proférées au moment de l'audience. Là, il y a des choses à faire. C'est inacceptable. Mais comme dit Maître, en fait, la loi, elle est déjà là, puisqu'il a interdiction de rentrer en contact. La loi, elle est là. Donc comment faire pour que réellement il ne rentre pas en contact avec une personne qui visiblement va pas bien du tout. Va pas bien du tout et n'a pas l'intention de suivre la loi, a priori. Mais absolument, Donc toute cette prise en charge qui doit avoir lieu pendant que la personne est incarcérée, en fait, c'est là où il faut arriver à faire comprendre à l'auteur des faits qu'il est inhumain. C'est tout ce travail qui doit être fait en prison et qui n'est probablement pas assez fait. C'est tragique, ça. C'est tragique. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui comme association qui défend les femmes victimes de violences au pouvoir public? Est-ce qu'il y a des actions concrètes qu'on peut mener? Qu'est-ce que vous dites à Marlène Schiappa et aux membres du gouvernement? Alors, moi, il y a une chose où je suis absolument d'accord, c'est que la loi, elle est là, et dans la loi, ça devrait fonctionner. On a normalement l'arsenal. L'arsenal est là.
est là. On pas peut la peine de éloigner... continuer à légiférer. Je pense qu'à un moment donné, il faut plutôt se pencher sur comment faire appliquer la loi et de la faire appliquer partout pareil, plutôt que rajouter à chaque fois des choses qui finalement complexifient le discours et font pas avancer le problème. Après, comment appliquons la loi, mais avec sérieux, c'est-à-dire exactement comme dit Maître Colomet, c'est-à-dire quand une victime arrive paniquée, quand c'est agaçant pour les policiers parce qu'elle revient, elle retire sa plainte, puis elle va revenir. Tout ça, c'est des choses complexes. Donc, il faut de la formation, il faut que les gens soient bien formés, il faut que la loi soit appliquée. De la même manière, je suis désolée, mais vous dites la personne va en prison, mais la personne va pas très souvent en prison. Moi, je suis aussi chroniqueuse judiciaire, vous le savez, donc je suis très très souvent dans les tribunaux. On a quand même beaucoup de peines qui sont des peines d'avertissement, ce qui est très bien. Moi, le but du jeu et le but de l'association, c'est pas d'envoyer les gens en prison systématiquement. Je ne crois pas que ce soit forcément la bonne solution, parce que justement, en prison, il se passe pas ce qui devrait se passer. Mais néanmoins, quand la loi, quand la justice donne comme réponse un avertissement quand il s'agit de violences quotidiennes, de violences répétées et où il y a des dangers, pour moi, il y a quand même aussi une disproportion entre la réponse pénale et ce que vit au quotidien une victime. Donc voilà, c'est ça aussi sur lesquels il faut peut-être se pencher. Qu'est-ce qu'on fait des auteurs de violences? Comment les sortir à un moment donné pour les mettre dans, qu'ils ne soient pas forcément à la prison, mais voilà, pour les contraindre déjà, par exemple, à quitter le domicile, tout simplement. Là, comme vous dites, c'est une chose qui devrait être appliquée systématiquement, parce que nous, ça, on le voit tous les jours. C'est-à-dire, on voit, c'est les femmes qui partent avec leurs enfants sous le bras, en douce, en cachette, et on leur dit, préparez vos affaires avant, préparez votre départ, parce qu'on sait que le danger, il est à ce moment-là. Donc, c'est quand même, voilà, on en est encore là aujourd'hui. C'est elles les coupables, c'est pas possible. C'est vrai. Merci mesdames d'avoir accepté de débattre ce matin. Je rappelle aussi que dimanche prochain, le 25 novembre, c'est la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. On aura donc sûrement l'occasion d'en reparler. Merci d'avoir accepté cette invitation et merci à vous de nous avoir regardés. Dans un instant, un point sur l'actualité régionale avec Marie Joly et puis la suite de Dimanche en politique, partie nationale. Francis Letellier reçoit Jacqueline Gouraud, la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales. Bon dimanche.